Et si on se retrouvait principalement pour un point lecture centré sur la fantasy aujourd'hui? Vous verrez qu'au mois d'octobre, j'ai beaucoup moins lu que d'habitude. J'ai eu 8 lectures. Aujourd'hui, je vous en présente 4 et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Hello mes petits érudits, j'espère que vous allez bien, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Vous verrez qu'en ce mois de septembre, j'ai un petit peu moins lu que d'habitude. On va dire que j'ai divisé par deux mon rythme de lecture habituel. Habituellement, je vous présente entre 20 et 15 livres souvent par mois et là, ce mois-ci, je vais vous en présenter que 8. 4 aujourd'hui, 4 la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons 3 fantasy et 1 graphique, donc je vais vous partager un petit peu tout ça. Enfin, je vous dis 3 fantasy, plus une dystopie et 2 fantasy, parce que même si on peut y classer dans le genre de l'imaginaire, c'est quand même un peu plus futuriste ce qui s'y passe dans le premier tome de... Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous parlais bien entendu de Sistra de Marine Stengel, publié aux éditions Plume Blanche, le premier tome, et je vous avoue que je suis très curieuse de lire le second opus parce que mon avis a un petit peu mûri depuis que je l'ai lu, et aujourd'hui je vois ce roman d'un œil un petit peu nouveau. Vous savez, des fois vous êtes en plein dans une lecture, vous avez votre avis sur le moment, et après vous réfléchissez à cette lecture mûrie, et là vos sentiments ne sont plus tout à fait les mêmes. Ici on est dans un monde où on a été secoué par les conditions climatiques, il y a eu une extinction d'espèces et tout ça, les ressources de la planète se sont épuisées, enfin vous voyez un petit peu le topo, et donc face à cette détresse, il y a un unique espoir de survie pour les humains et ils doivent instaurer de nouvelles règles. Parmi celles-ci, il y a la loi Sistra. Les familles n'ont pas le droit d'avoir plus d'1 enfant et quand il y en a 2, les 2 doivent grandir dans des institutions séparées et à la fin, il y a une espèce de tournoi où il n'y en a qu'un seul qui devra survivre. Nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Kali et sa sœur Kaya. Les 2 vivent dans ce monde-là, les 2 vont devoir s'affronter dans un tournoi Montrel. Non, un tournoi mortel. J'en ai marre de mes fourchages de langue, mais bon, je pense que vous avez l'habitude depuis le temps. Et bien entendu, ce tournoi va pas se passer comme prévu. Donc on est vraiment dans un petit schéma narratif très intéressant. J'ai beaucoup aimé tout ce qui touche aux thématiques de la vie courante qui font vraiment écho au réchauffement climatique, au dérèglement. Et là on s'en rend compte puisqu'on est au mois d'octobre et on a encore un temps de début septembre. Donc l'automne n'est pas encore réellement là. Il fait encore chaud, on a encore les t-shirts et pourtant je suis frileuse. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui font écho à tout ça. J'ai trouvé la narration addictive. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, j'ai beau l'avoir en papier, je l'ai écouté en audio sur Nextory et l'audio est vraiment incroyable. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi l'écouter en audio sur Nextory et que vous ne voulez pas payer parce que les audios c'est cher, j'ai un petit lien qui est dans la barre de description qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits pour essayer l'application. Donc moi je suis en partenariat avec l'application, donc quand vous utilisez ce lien, vous me soutenez parce que je reçois une petite rémunération, voilà. C'est juste un petit truc, je vous le précise, mais en soi, bah voilà, pour vous ça ne change rien, ça vous offre 45 jours pour écouter cette dystopie qui est juste géniale. Donc comme je vous disais, on a une narration qui est hyper addictive et l'audio était vraiment très sympathique à écouter, je dois dire, je l'ai assez vite dévoré. On a énormément d'action dans ce roman, ça c'est quelque chose de positif, on se visualise totalement le tournoi et ça c'est vraiment top, et on a un contexte sociopolitique intéressant. Alors pour l'instant il n'est pas hyper développé, j'en attends un peu plus, mais au vu de comment ça se termine, sachant qu'on est sur un premier tome d'une duologie, je pense que ce contexte va prendre beaucoup plus de profondeur dans le tome 2. Après, comme je vous disais, c'est quelque chose de très positif, mais il y a aussi quelques petits aspects un petit peu plus faibles, comme le world building qui n'est pas assez développé au niveau de comment ça se passe avec cette loi Sistra, comment elle a été instaurée, l'impact que ça a sur le peuple, enfin, il n'y a pas trop de détails, mais je sens qu'il y a
ces détails, ils vont arriver. Je sens qu'ils vont arriver, je sais pas. Et là, si je lis le tome 2 et qu'ils sont pas là, je vais être très très déçue. Donc n'hésitez pas à me dire si je me fais pas de fausse joie si vous avez lu le tome 2. N'hésitez pas. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. J'ai adoré le double point de vue entre les deux sœurs. Au début de ma lecture, je me disais ouais, c'est sympa, mais on n'a que le point de vue de Callie, qui est une jeune femme admirable, très très battante. Mais au vu de ce qu'on a dit, j'aimerais beaucoup avoir celui de Kaya, ça rajouterait quelque chose. Et puis, plus tard, celui de Kaya, il est arrivé. J'étais là, oh ouais, c'est trop bien et tout ça. Et Kaya, j'ai vraiment adoré sa personnalité, j'ai adoré son cheminement au niveau de ses réflexions. Je trouve que Callie et Kaya, ce sont deux personnalités très différentes qui se complètent. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, on s'attache aux deux personnalités. Il n'y en a pas une qu'on préfère à l'autre, enfin, du moins c'est mon cas, je peux pas parler pour vous, mais moi j'ai vraiment aimé les deux, et si je devais choisir entre ces deux sœurs pour savoir laquelle devrait survivre, et bah voilà quoi. Je ne sais pas qui je choisirais. Le tournoi, lui, je l'ai trouvé vraiment haletant. Et j'avais un peu peur puisque je ne suis pas forcément fan des tournois en littérature. La preuve, Hunger Games, c'est une de mes unpopular opinions. Je n'ai pas aimé All of Us Villain. Enfin voilà, donc le petit comité de tournoi, des fois, me faisait un peu peur. Et là, je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était très immersif, très haletant, très bien décrit. C'est comme si vous visualisiez le film d'action. En gros, j'ai aussi beaucoup aimé tous les petits jeux d'alliance qui y sont glissés à l'intérieur, puisque nos héroïnes, elles sont en contact avec d'autres personnes qui eux aussi font face à la loi Sistra, notamment deux personnages qui s'appellent Neil et Andrew, qui sont deux personnalités aux antipodes et très intéressantes, et qui ont aussi un lien. Bref, je vous en dis pas plus, j'aimerais pas vous spoiler, mais je retrouvais que ça ajoutait un peu de piquant, et ça c'est vraiment top, et j'ai vraiment aimé tout cet ensemble de personnages, et ça c'est vraiment cool. Le petit moins, je vous l'ai dit, c'est le manque de description, mais vous savez que c'est le truc que je reproche presque à chacune de mes lectures en ce moment. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est une pavasse. On pourrait s'en servir un peu comme une arme de crime, tellement il est gros, il est lourd, mais c'était pour moi une relecture. C'était d'ailleurs celle qui était destinée à la lecture commune du mois d'août, sur laquelle j'étais totalement à la bourre. Je vais vous expliquer le pourquoi, du comment. Je pense que vous avez deviné de quel livre je vous parle. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, le seul de Saxus que je n'ai pas en format toc-toc. Ici, on est dans une fantaisie féministe, on a un renom. La reine Sabran Beretnet doit absolument se marier pour perpétuer la tradition et qu'il y ait une petite fille qui puisse prendre le trône une fois qu'elle disparaîtra. Sauf que Sabran, elle n'a pas vraiment envie de se marier, mais elle va devoir rencontrer quand même son futur époux, sachant qu'il y a une menace qui plane un petit peu sur le royaume. Mais on ne suit pas que Sabran dans cette histoire, on suit Ed, sa servante, qui est assez discrète à la cour, mais qui va tisser des liens très importants avec Sabran, mais surtout elle joue un double jeu, puisque c'est en réalité une jeune femme qui appartient à une société secrète de mages qui se trouve au prieuré de l'Oranger. Donc vous vous doutez que cette jeune femme aura vraiment un rôle prépondérant au sein de cette histoire. Mais ça, c'est que dans un seul côté du royaume, puisque de l'autre côté, dans des territoires bien plus lointains, vous allez rencontrer Tané, une dragonnière, une jeune femme passionnante, aventureuse, qui va chevaucher les plus impressionnantes créatures qui sont connues, et surtout emboucher un coin à tous ces hommes un petit peu machistes. Pendant que l'on suit ces différents personnages aux quatre coins du continent, et il y a bien d'autres personnages qui interviennent, nous avons une menace qui plane sur le royaume et qui bien entendu devra rassembler les différentes forces existantes. Voilà le petit résumé fait à ma sauce. Donc ici on est sur de la Ice Fantasy, donc il faut quand même avoir l'habitude de lire ce genre de roman. Ce n'est pas le livre que je vous conseillerais pour vous lancer dans la fantasy adulte, puisqu'on a quand même une plume assez soutenue, assez dense, et ça peut vite être décourageant. Mais par contre, si vous
vous avez déjà lu de la fantasy adulte, si vous aimez les romans avec beaucoup de féminisme, beaucoup de dragons qu'on appelle des wyrms, mais des dragons qui sont présents sans être trop présents en fait. Ils sont suggérés, ils ont un impact sur l'histoire, mais c'est pas le sujet même. Si vous aimez la magie, si vous aimez les intrigues politiques, foncez lire cette fantasy qui est vraiment très très sympathique. Parce qu'on a un univers qui est hyper bien ficelé, on a une fantasy qui va mettre la femme à l'honneur, mais de plein de façons différentes. On a énormément de diversité, on a de multiples intrigues sociopolitiques, notamment avec les attentes qu'on attend de certains personnages et tout ça. On a beaucoup de points de vue au niveau des différents personnages qui apportent énormément de développement sur le fonctionnement du royaume, sur les différentes castes qui existent et tout ça. C'est très très intéressant. Je trouve ça passionnant. On a quelques points faibles toutefois et les points faibles que j'ai trouvés à cette relecture, ce sont les mêmes que j'ai retrouvés à ma première lecture, c'est-à-dire une bataille finale qui est trop facile et décevante au vu de tout ce qui s'y passe. J'ai l'impression que les batailles finales ne sont pas forcément le point fort de Samantha Shannon et comme je vous ai dit, ce récit est dense et ne conviendra pas à tout le monde. Voilà. Je pense que chaque livre a son public et celui-ci, il a un public bien spécifique, un public qui a l'habitude de lire de la fantasy et encore plus de l'adulte au vu du nombre de descriptions, au vu de la densité du texte. Il faut avoir un minimum de concentration. Si vous êtes dans une période où vous avez un petit peu du mal à lire, vous avez un petit peu du mal à vous concentrer, ce livre, je ne vous le conseille absolument pas. Par contre, si vous êtes dans une période où vous êtes à fond fantasy, vous avez envie de plonger dans un univers développé, vous avez envie de quelque chose de très visuel, très immersif, bah allez-y, foncez en fait. Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, ce que j'aime particulièrement dans le Prieuré Loranger, c'est le principe du Rénome. Je trouve que ça apporte un petit peu de fraîcheur, puisqu'on voit toujours des royaumes avec des rois ou des empereurs qui sont sur le trône. Là, on a directement une reine qui est positionnée, vous voyez. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. On a énormément de diversité, notamment d'un point de vue culturel et social, mais aussi d'un point de vue orientation sexuelle. Et ça, je trouve ça méga important, d'autant plus de nos jours, où on essaie de prôner et de montrer que ces choses-là sont totalement normales et on essaie de faire en sorte que les messages y passent et à travers un roman comme ça, croyez-moi qu'il passe plutôt bien. D'autres choses que j'ai un petit peu moins aimées, sans forcément que ce soit tant dérangeant, mais ça peut un petit peu tromper le lectorat, c'est-à-dire que par exemple là vous voyez un dragon sur la couverture, on les appelle particulièrement les wyrms dans ce roman-là, c'est des espèces de dragons, et il n'y en a pas autant que ce qu'on aimerait quand on aime les dragons. Ils sont là, mais ce n'est vraiment pas le sujet principal du roman, et ça, il faut le savoir, des fois, ça peut être trompeur, et pour moi, il y a le final de l'histoire qui est toujours trop rapide, et ça m'a fait le même effet. Alors ce livre, je vous en parle qu'en septembre, parce que quand je l'ai lu en août, j'étais dans une période où j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur la lecture, ce qui fait que j'avais accumulé énormément de retard dans la lecture commune. Étant donné que c'était une relecture, je me suis pas forcée et j'ai terminé ma relecture au mois de septembre, tout simplement. On a beau être sur un point lecture pas très conséquent, je me rends compte que je parle quand même beaucoup. Au mois de septembre, j'étais quand même très dans un mood fantasy, mais c'est plutôt cool et vous verrez qu'au mois d'octobre, enfin on n'est que début octobre, ça peut changer, je suis un peu plus dans un mood romance, donc comme quoi chaque période a ses moods. En août, je vous ai parlé plus de graphique, voilà. Vous voyez à quel point je fonctionne avec mon humeur, mes envies lors de mes lectures et je trouve ça hyper important pour apprécier celle-ci. Et celle dont je vais vous parler, je l'ai vraiment grandement appréciée. Ça a été une lecture excellente. Il s'agit du tome 6 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je suis vraiment très contente de terminer cette première ère. Mais je suis en même temps très triste puisqu'il va falloir que je me procure les Aventuriers de la Mer avant de pouvoir attaquer la secondaire de l'Assassin Royal et je n'ai pas envie d'attaquer la secondaire de l'Assassin Royal
en passant par les Aventuriers de la Mer parce que j'ai pas envie de quitter Fitz. En fait, si je m'écoutais, j'enchaînerais directement avec le tome 7, 8, 9. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me suis attachée à ces personnages et faire une pause, bah ça m'embête un petit peu. Donc je ne vous refais pas de résumé de l'Assassin Royal. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos où je vous en parle. Vous avez quasiment un tome de l'Assassin Royal par mois, donc c'est pas très compliqué. Mais comme on est sur un tome 6, je ne veux absolument pas vous spoiler. Donc ici, on est dans un récit avec de l'aventure. On a quand même une fantaisie adulte très développée qui va aborder les thèmes de la famille, des complots politiques et de quelque sorte de magie de manière assez originale. On a un récit qui a de nombreux points forts et il y a de nombreuses choses que j'ai aimées. Déjà, on a une saga qui est très riche en intrigue avec des personnages très intéressants. Fitz, c'est le personnage principal de cette saga. Et c'est un personnage, comme je vous ai dit juste avant, qui a énormément touché mon cœur. J'ai un grand attachement envers ce personnage et beaucoup de sympathie pour lui, surtout quand on connaît l'ensemble de sa vie. Incroyable, c'est un personnage vraiment incroyable, qui mûrit, qui a énormément de réflexion, qui fait des erreurs, qui est humain, qui est en même temps très fort. Enfin bref, je suis en admiration devant lui. On a Vérité qui est l'oncle de Fitz, mais aussi le roi servant. Qu'est-ce que c'est un roi servant? Je ne peux pas trop vous l'expliquer sans prendre le risque de vous spoiler. Mais c'est un personnage qui m'a beaucoup déroutée dans ce tome 6. Mais si vous avez lu les tomes précédents, vous savez que c'est aussi un personnage qui est très réfléchi et qui est très sensé. Après, on a Ketriken. Ketriken, c'est qui? C'est une reine. Voilà, je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoiler. Celle-ci avait beaucoup baissé dans mon estime dans le tome 5. J'avais pas du tout aimé ce qu'elle disait, ce qu'elle pensait, les choses un petit peu comme ça. C'était un peu contradictoire avec mes valeurs, ça me faisait mal au cœur. Et ici, bah, elle est remontée dans mon estime dans ce tome 6. Vous verrez que bah, les personnages m'ont vraiment fait passer par toutes les émotions. Et pour moi, le meilleur personnage de cette histoire, c'est le fou. Le personnage du fou, je le trouve vraiment passionnant, je l'adore, et dans ce tome 6, il a une place qui m'a énormément plu. Incroyable, j'ai adoré tout ce que j'ai appris sur lui, sur sa famille et tout ça. C'est un personnage qui, au vu de son identité sexuelle, est très flou. Et je dois dire que si je croyais que j'étais un homme, c'était un homme depuis le début, bah à présent j'ai un doute. Et je trouve ça assez fun que, en gros, on a un petit Yel qui s'inscrit dans cette saga sans le vouloir. Enfin, peut-être que c'est voulu par l'autrice, mais elle a été écrite il y a longtemps et on n'avait pas tout ce qu'on dit aujourd'hui, donc je n'en sais pas plus. Mais ça apporte une petite touche de diversité très sympathique que j'aime beaucoup. Et après, il faut savoir qu'il y a une quête vers les anciens dans cette saga. Et les anciens, bah, je dois dire que bah, je suis restée un peu sur le popotin quand j'ai su ce que j'ai su. Alors, je sais que c'est frustrant puisque je vous dis que j'ai eu telle réaction, j'ai ressenti ça, j'ai su ce que j'ai su, ça veut tout et rien dire. Mais je peux pas vous en dire plus puisqu'on est sur un tome 6 et si j'en dis trop, je vous spoil si vous n'avez pas lu la saga. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu mon engouement face aux personnages, mon amour pour eux, le récit, à quel point il est immersif, à quel point il se dévore, à quel point il est addictif. Et j'ai adoré le dénouement de ce tome 6 qui a un côté assez novateur et appréciable, qui donne directement envie de se plonger dans la secondaire, comme je vous ai dit. Parce que j'ai pas envie de quitter les personnages, tout simplement. Ce tome, c'est vraiment un condensé de révélations. C'est un développement très important et touchant qui concerne la magie de l'art, mais aussi la magie du vif. Qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que le vif? C'est pareil, si vous n'avez pas lu la saga, je peux pas développer, je veux pas trop vous en dire. C'est bête, mais même s'il y a des petites choses qui en soi ne seraient pas des gros spoils, je trouve que c'est important de les découvrir par soi-même pour avoir tout cet engouement, tout cet amour, tous ces frissons que l'on peut ressentir dans des sagas pareilles. Et voilà quoi. Après, il y a des petites choses qui m'ont fait rager, notamment au niveau de certains dialogues, de certaines petites choses qui se passent scénaristiquement parlant, parce que j'aurais aimé que ce soit autrement, mais je comprends que pour les besoins de l'histoire, les choses aient été faites comme ça, sachant qu'en soi, l'histoire n'est pas terminée, il y a une suite.
Donc bon, les choses peuvent encore se retourner au niveau de la situation, évoluer. Et voilà, mais je vous avoue que il y a certaines choses qui m'ont quand même assez fait rager, qui m'ont assez surprise. Et j'ai trouvé le suspense vraiment topissime. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. J'ai vraiment envie de continuer avec le tome 7, mais il va falloir que je me procure les Aventuriers de la Mer si je veux suivre l'univers créé par Robin Hobb. Voilà. Donc si vous n'avez pas lu l'Assassin Royal et que vous aimez la fantasy adulte, qu'est-ce que vous attendez ? Je termine avec un petit graphique et je pense que celui-ci est ma moins bonne lecture du mois de septembre. C'est un graphique qui pourtant me faisait très très envie, mais qui était un peu fouillis, un peu brouillon dans mon esprit. Et je pense que vous allez le retrouver d'ici peu sur mon Vinted. Il s'agit de Je suis tombée dans un jeu de harem inversé de Goya et Inui, publié aux éditions Siku. Et ça appartient au groupe de Michel Lafon. Voilà. Donc ici, on est avec une héroïne qui va se réveiller dans le corps d'une terrifiante princesse impériale qui s'appelle Elvia. Et il s'agit de la méchante d'un jeu vidéo. Elle est vouée à mourir dans d'atroces souffrances et pour échapper à ce destin, notre héroïne n'a qu'une seule chose à faire, s'impliquer dans la vie du château et contrecarrer les plans d'une certaine personne, forger des alliances et essayer de faire les choix différents de ce qu'on ferait dans le jeu vidéo, tout simplement. Ici, on est dans quelque chose qui va traiter en thématique de la réincarnation, de harem inversé. Et quand je dis harem inversé, c'est-à-dire que c'est notre héroïne qui a énormément de love interest. Et ces love interest, elles concluent avec tous. Et ils sont beaucoup plus de 3. En fait, quand on a 2 love interest, on est sur un trouble. Et quand il y a plus de 3 love interest, en fait, là, on peut parler de harem inversé. C'est des petites nuances qui sont importantes à savoir dans le genre. On a aussi tout ce qui va toucher à la mort imminente et aux intrigues royales dans ce petit graphique là. Concernant les graphismes, je les avais plutôt bien aimés. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblent les premières pages comme ceci. Moi j'aime beaucoup la colorimétrie, j'aime beaucoup les expressions de visage. Toutefois, c'est pas mon préféré esthétiquement parlant dans les webtoons. Je vous en ai parlé le mois dernier de mes préférés esthétiquement parlant. Donc, il y a notamment A Tender Heart, mais aussi The Abandoned Empress qui sont vraiment mes 2 coups de cœur graphiques. Ici, je pourrais pas vous parler des personnages en détail. Pour moi, ils sont assez difficiles à décrire, sachant que je n'ai pas cerné qui était qui, notamment dans les personnages masculins. Il y en a vraiment beaucoup et certains se ressemblent assez graphiquement parlant. Donc, c'est un petit peu compliqué de les cerner, de comprendre les différentes personnalités. Et notre héroïne, elle découvre un petit peu la vie au château, comment se comporter pour se faire vraiment passer pour la princesse, pour pas qu'on se doute que c'est pas elle, mais tout en faisant des choix différents pour ne pas être tuée. Et moi, ce qui m'a attirée, déjà, c'est le titre du livre dans ce webtoon. J'avais envie de lire quelque chose d'un peu spicy en graphique. Et il faut savoir que j'aime bien les harems inversés de temps en temps, même si je ne lis pas que ça, mais de temps en temps j'aime bien. C'est mon petit plaisir coupable. J'ai beaucoup aimé les graphismes qui ont une petite ambiance pesante, vous voyez, un petit peu comme ça. Le petit côté intriguant du webtoon, le petit côté réincarnation dans un jeu vidéo, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai trouvé que l'univers, il avait vraiment beaucoup de potentiel. Malheureusement, celui-ci est pas exploité à son juste titre. Alors après, on est dans un premier tome, on est d'accord, et les premiers tomes des graphiques ne sont jamais les plus développés, mais voilà, j'en veux toujours plus en termes de développement. Oui, je dis ça à chaque bouquin, mais j'en veux toujours plus en termes de développement, voilà. Et moi, ce qui m'a dérangé, par contre, c'est qu'on a une entrée en matière qui est brouillon. Le graphique est tiré d'un roman. Il faut savoir qu'il y a un roman qui est précurseur de celui-ci. Et je pense qu'en roman, peut-être que c'est beaucoup plus gérable. Comment on dit? Il y a un terme. Bref, vous avez compris le truc. Digeste. C'est beaucoup plus digeste. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, dans le graphique, il y a beaucoup d'éléments clés qui ont été passés sous silence ou qui n'ont pas pu être adaptés. Ce qui fait que j'ai pas pu comprendre tous les enjeux. Et il y a certains personnages qui ont aussi un côté antipathique et du coup ça n'a pas accroché quoi. Donc on est sur une lecture assez en demi-teinte. J'avais envie d'aimer et en même temps j'accroche pas spécialement. Je pense que je lirai pas la suite. Donc voilà.
je me séparerai de ce tome-là. C'en est tout pour cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir partagé une partie de mes lectures du mois de septembre avec vous. J'ai hâte de vous partager la suite. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues en commentaire, si elles vous tentent, si vous les avez aimées ou pas. Enfin voilà, donnez-moi votre avis. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des oranges en commentaire, puisqu'on a parlé du prieuré de l'oranger, voilà, des petits oranges en emoji, à liker, commenter, partager, voilà, le petit blabla habituel, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne et votre soutien est une grande source de motivation au quotidien. J'adore lire vos commentaires, j'adore vous répondre, j'adore nos échanges, même si des fois je mets ma vie à vous répondre, il faut dire ce qui est. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant, très motivant, donc voilà. Je vous retrouve très bientôt pour un live Twitch, pour du contenu sur Insta et une prochaine vidéo YouTube qui sera mercredi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.